hier à Rabat. L'Inter et justement le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaï, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Edara. Bonjour à tous et bienvenue. Crise énergétique et tension sur les prix du baril. Le Sénégal se prépare à une éventuelle hausse des tarifs des hydrocarbures dans les prochains jours. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz pense que c'est une annonce effrayante du ministre de l'Intérieur qui risque de plomber le quotidien des populations. Selon Sarah Konaré, le secrétaire général de la structure, la hausse des tarifs va impacter sur le pouvoir d'achat des Sénégalais, surtout avec la crise économique actuelle. Je propose d'écouter Sarah Koranari, il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. L'annonce du ministre pose énormément de problèmes, d'autant plus que nous voyons sur le pouvoir d'achat des Sénégalais globalement. Bon, tout ce qui va aller transférer, augmenter le prix du carburant va nous impacter directement, impactera tous les autres produits, c'est clair. Nous sommes vraiment dans une situation assez tendue quand même au niveau mondial, c'est tout à fait vrai. Mais comme ils ont su tenir à leur rôle, je crois que dans le rôle régalien, s'ils peuvent toujours tenir la dragée pour soulager les Sénégalais, ce serait une excellente chose. Alors, attendons de voir, d'autant plus que c'est une annonce. Je crois qu'ils vont trouver peut-être la stratégie pour nous mettre. Mais la réalité, elle est là, c'est vrai qu'il y a une situation très tendue au niveau truc. Aujourd'hui, on aurait pu avoir nos installations, tout avec notre pétrole, en profiter largement. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. Ce que j'ai dit à l'entente sur justement le pouvoir d'achat. Nous souhaitons vivement que le pouvoir d'achat des Sénégalais soit présent. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça, c'est le ressort de l'autorité. La situation internationale affole tout un chacun, hein. Même au-delà de, c'est le carburant qui est impacté directement, parce que quand on parle de fermeture de 3 d'Ormuz, ça impacte beaucoup de choses. Au-delà de ça, c'est comme on a des gens qui nous gouvernent. Ils sont à des niveaux de responsabilité, charge à eux, pourvu que cette grève ne dure pas. Parce que si cette guerre-là, si elle dure encore, au-delà même du carburant, il y aura beaucoup de choses. Les gens sont énormément fatigués. Et comme nous sommes dans un monde où tout s'enchaîne, mais vivement que le Sénégal, qu'on préserve le Sénégal. Aujourd'hui, si nos infrastructures avaient suivi avec la manne pétrolière qu'on a, on aurait pu tirer nos épingles du jeu, en raffinant notre pétrole, que détruire le monde ferme, nous le souvenons du Sénégal serait à ce niveau avec notre carburant. Attention, les entreprises, tout le monde tire les diable par la queue au Sénégal, hein. Bon, si ça vient, ça va encore impacter davantage, hein. Il y a des difficultés. Si cela arrive encore, ça va être très, très, très compliqué. Bon. Et de son côté, les consommateurs du Sénégal, Ascosen, estiment que le gouvernement, comme il a eu à le faire sur les situations précédentes, ne doit pas songer à une augmentation du prix de l'électricité ni du carburant qui plonge davantage les consommateurs dans une précarité. Mohamed Sissé, selon lui, l'État doit faire des subventions ciblées afin de soulager les ménages les plus vulnérables. Mohamed Sissé, président de l'Ascosen, il est au micro d'Ibrahim, vice-président de l'Ascosen, il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Le premier point que je relève, c'est qu'il y a eu une baisse sur l'essence, sur le gasoil, au moment où on ne s'attendait pas. Et il n'y a pas de répercussion sur le transport de personnes et de marchandises. Il n'y a ni répercussion sur le transport de personnes, ni de répercussion sur le transport de marchandises. Donc, cette amplitude-là, si on la respecte au niveau de la variation vers la haut, il ne doit pas y avoir de répercussion sur le prix des transports de marchandises et de personnes. Au cas où l'amplitude serait vraiment importante et difficilement supportable pour le consommateur sénégalais, demandons à ce que l'État, comme il a eu à le faire avec la baisse au moment où on ne s'attendait pas, à être ingénieux pour une subvention qui sera supportée par l'État et non pas par le consommateur. Parce que les moments sont très difficiles pour les populations. Supporter encore une inflation sur la marchandise, sur l'électricité, sur les matières premières, une inflation généralisée serait insupportable pour les populations. Parce que ceci importe. Et éviter le pourrissement qu'on a eu depuis 2009. Si on ne peut pas subventionner, nous demandons la subvention, mais nous fustigeons toute activité qui doit venir d'une hausse unilatérale des transports. Il y a toujours une situation de référence. La baisse de l'électricité a été observée, bien que c'était une période de fraîcheur. Donc nous devons démarrer quand même à faire rester cette période de référence-là. Et bien que quand on effectuait la baisse, la situation était la même. Depuis un bon moment, nous vivons une période de crise, mais ils ont eu à trouver des artifices pour faire observer une baisse. Au niveau de l'électricité, au niveau du carburant, et nous comptons aussi qu'il y ait toujours cette recherche à éviter de faire supporter la réalité des prix aux consommateurs.
Parlons éducation. Le gouvernement du Sénégal a entamé les procédures de régularisation des enseignants décisionnaires, une initiative jugée insuffisante par certains acteurs du secteur. Abdourahmane Kane, secrétaire général national de l'Union des syndicats des enseignants du Sénégal et membre également du G20, parle d'une simple goutte d'eau dans le désert. Il invite ainsi les autorités à mieux prendre en compte l'âge des enseignants vacataires au moment de leur entrée dans le système. Ces explications sont au téléphone d'El-Amin Senghor. Régularisation des décisionnaires, c'est trop dire. Ces décrets ne règlent qu'une infime partie des décisionnaires. Je dis bien, et je pèse bien mes mots, une infime partie des décisionnaires. À savoir, les décisionnaires qu'on appelle les décisionnaires à tort, c'est les décisionnaires qui ont eu leur diplôme avant 35 ans, et du fait des lenteurs administratives, ils ont été reclassés après 35 ans. Ces gens-là, on va régler leur problème. De même, désormais, les décisionnaires vont avancer au même titre que les fonctionnaires. Là, nous pensons que c'est une goutte d'eau dans le désert. La majorité de ces décisionnaires sont entrés dans le système escalité vacataire bien avant 35 ans, des fois même 20, 25, 30 ans. Ils ont duré dans la vacation, ce n'est pas de leur faute. Ils ont duré dans la contractualisation, c'est pas de leur faute. Une fois leur diplôme en poche, tantôt les résultats sortent avant leur diplôme, les résultats tardent à sortir parce que les formateurs de la FASTEF sont en grève. Une fois leur diplôme en poche, on leur dit que vous avez plus de 35 ans, nous faisons de vous des décisionnaires et nous pensons que c'est injuste. Nous, au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, ce que nous demandons, c'est qu'on tienne compte de l'âge de l'agent quand il entrait dans le système. Ou bien, on a un acquis de taille qu'on appelle la validation des années de vacation et de contractualisation. Je m'explique. Un agent à qui on a validé, par exemple, 6 ans et qu'on reclasse à l'âge de 37 ans. Nous demandons à ce qu'on défalque les 6 ans qu'on a validés parce qu'on l'a validé. Parce que l'État a vu que c'était une injustice. On l'a validé. Donc, on doit retrancher ça de son âge pour faire de cette personne un fonctionnaire. Et nous pensons que cette injustice doit être réglée une bonne fois pour toutes, pour qu'on sauve l'école sénégalaise et qu'on arrête de sauver les années scolaires qui s'accumulent. 7h est passée de 9 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Au Sénégal, la réforme du code électoral crée des remous. Dans une lettre ouverte, Siva Ndiagasila se pose à la proposition du député Ayib Daffé dénonçant des failles juridiques et un manque de concertation et appelant à son retrait pour préserver l'équilibre démocratique. Un récit de Mme Sorna Dramé. Le texte sur la réforme du code électoral s'intensifie. Dans une lettre ouverte, Ndiagasila critique fermement la proposition de loi du député Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes. L'expert électoral regrette une initiative prise en dehors du cadre du dialogue national lancé en 2025 par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, qui visait pourtant un consensus autour des réformes politiques. Pour lui, cette démarche solitaire fragilise la dynamique collective engagée. Sur le fond, Ndiagasila pointe des incohérences juridiques, notamment des contradictions avec le code pénal sur la déchéance électorale. Il met en garde contre une confusion dans la qualification des infractions et des risques d'insécurité juridique pouvant affecter l'application de la loi. Face à ces préoccupations, il appelle au retrait du texte et à l'attente d'un projet de loi gouvernemental plus concerté. Dans un contexte où chaque réforme électorale est sensible, cette prise de position sonne comme un avertissement clair. Sans consensus, la réforme pourrait devenir un facteur de tension politique plutôt qu'un levier de stabilité démocratique. Protocole et républicain, le respect des institutions s'invite au cœur du débat. Une scène apparemment anodine mais lourde de symboles. Faut-il, oui ou non, se lever devant un préfet lorsque l'on est député? Entre règles protocolaires, légitimité démocratique et respect des institutions, la question divise et relance le débat sur l'équilibre des pouvoirs dans la République. Djibril Niane pour plus de détails. Dans la République, chaque geste compte. Et parfois, un simple mouvement, se lever ou rester assis, peut cristalliser des tensions bien plus profondes. Au cœur de la polémique, la place du député face au préfet. D'un côté, les règles protocolaires sont claires. Élu du peuple, le député tire sa légitimité du suffrage universel. À ce titre, il ne doit aucun salut de subordination à un fonctionnaire nommé, même s'il est préfet. Car si ce dernier incarne l'autorité de l'État dans les territoires, son rang administratif ne lui confère aucune préséance
violence sur un représentant de la nation. Une position largement défendue par certains observateurs qui n'hésitent pas à qualifier d'abus de pouvoir toute exigence implicite ou explicite allant dans ce sens. Mais le débat ne s'arrête pas là, car au-delà du droit se pose la question du respect des institutions. Dans une république fondée sur l'équilibre et la complémentarité des pouvoirs, d'autres voix appellent à une lecture plus nuancée. Se lever, non pas par obligation, mais par courtoisie républicaine. Un geste symbolique pour honorer l'administration et à travers elle l'État. Un principe que certains responsables politiques semblent déjà intégrer. À l'image du Premier ministre Ousmane Sonko qui, lors de la célébration de la fête de l'indépendance, s'est levé pour saluer les premières dames. Un geste fort interprété comme une marque de respect envers les institutions et la République. Alors, entre rigueur protocolaire et l'élégance institutionnelle, où placer le curseur? Une certitude demeure, au-delà des postures, c'est l'image de l'État et la qualité du vivre ensemble républicain qui se joue. Et dans ce théâtre du pouvoir, chaque geste, aussi discret soit-il, devient un message. Le sport et la revue de la presse à présent l'Inter. Actualité internationale. La guerre au Moyen-Orient des représentants libanais et israéliens se retrouve aujourd'hui à Washington sous médiation du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. C'est pour des pourparlers directs et préliminaires de paix, mais les perspectives d'un accord semblent minces. Avant même la rencontre, le chef du Hezbollah pro-iranien Naïm Qassem a réclamé lundi son annulation, affirmant que de tels pourparlers étaient une capitulation. Et puis le bloc des ports iraniens annoncé par l'armée américaine dimanche soir est entré en vigueur ce lundi, 13 avril, c'était hier à 14h. Donald Trump a menacé lundi de détruire tout navire d'attaque rapide iranien, forçant le blocus américain imposé aux navires entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens. Le chef du Hezbollah a réclamé hier l'annulation donc de la rencontre prévue aujourd'hui à Washington entre le Liban et Israël, affirmant que de tels pourparlers étaient une capitulation. Le Liban et Israël ont convenu d'une première rencontre aujourd'hui au siège du département d'État américain. Il ne sera toutefois pas question d'évoquer un cessez-le-feu avec les Hezbollah sur Israël. Donald Trump, qui a affirmé dimanche qu'il n'est pas un grand fan du pape Léon XIV, qui avait la veille prononcé une virulente allocution contre la guerre et s'est livré à une violente diatribe contre lui sur les réseaux sociaux. Le souverain pontife a répondu assurant ne pas avoir... Sachez que cette décision est tout simplement incompréhensible. Nous y reviendrons. Mais sachez que pour l'instant, nous allons parler de la Ligue 2 sénégalaise, dont la 22e journée a été donc bouclée hier à l'occasion du match qui avait opposé SC Teranga face à Djambour. Un match au profit de Teranga SC, 2-1. Victoire donc qui en quelque sorte donc fait que au tableau d'affichage, notamment le classement de cette Ligue 2 sénégalaise, Essama FC reste toujours solide leader à l'issue de cette 22e journée. À côté donc, l'AS Douane est à la 2e position. AS Saloum occupe la 3e position. UCS Teport et Thiès FC sont aujourd'hui donc les deux clubs relégables à l'issue de cette 22e journée. La Ligue des Champions, on en parle ce mardi, le début du quart de finale retour avec surtout le match qui doit opposer ce soir à partir de 19h le Paris Saint-Germain face à Liverpool au niveau donc de Anfield en Angleterre. Soit ça passe pour le Liverpool, soit ça casse, puisque je rappelle au match aller, l'équipe de Liverpool avait perdu donc face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes 2-0 et parallèlement même situation donc Liverpool, le Barça, soit ça passe également pour les Catalans, soit ça casse face au Colchoneros Barça Atlético Madrid. C'est donc à 19h. En attendant les autres duels demain, Manchester, ou en tout cas l'équipe du Real Madrid qui jouera face au Bayern Munich et Arsenal qui recevra Sporting Portugal. Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. La Cour d'appel confirme les peines rendues en première instance, nous dit le quotidien Solo ce matin, qui parle également donc de cette décision hier concernant les affaires des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Cette décision qui avait été donc prise hier tard dans la nuit.